Perrier qui salue Arnaud de Bresson. Toutes les sommités de la place sont ici. Rebonjour à toutes et à tous pour ce débat. Nous continuons notre après-midi avec une question que vous posez certainement toutes et tous. Finance verte, la place de Paris est-elle assez ambitieuse ? Quand j'ai choisi, en fait, en construisant ce forum avec les équipes, cette idée, je ne me doutais pas qu'on allait à ce point aujourd'hui être au cœur de l'actualité, effectivement, des transformations avec le projet de loi Industrie verte qui va être présenté très prochainement par Bruno Le Maire, qui comprend une dimension finance verte et épargne verte. Donc on en parlera un petit peu entre nous, puisque je pense que les uns et les autres qui sont autour de cette table ont quelques propositions ou idées à faire passer, et vous profiterez de l'occasion. Alors autour de moi sont présents à ma droite Claire Chabrier, qui est présidente de France Invest, vous travaillez également chez Amundi, Yves Perrier, qui est président de l'Institut de la Finance Durable, et qui est également Amundi, mais plus pour très longtemps, puisque vous allez chez un concurrent qui s'appelle Rothschild, très bientôt. À ma gauche, Michel Papalardo, présidente du comité du label ISR, investissement socialement, je ne sais pas comment on dit, socialement seulement, sociétalement, responsable, l'ISR. Et enfin, c'est un habitué de ces plateaux de la tribune, Bertrand Badré, qui est le fondateur et directeur général de Blue Like an Orange Sustainable Capital. Merci à tous les quatre d'être ici. Peut-être pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec vous, Yves Perrier, puisque vous représentez la place, Finance for Tomorrow, qui était l'organisation précédente, est remplacée donc par l'Institut de la Finance Durable. Pourquoi ce changement ? Et quelles sont les ambitions de la place de Paris au travers de ce changement pour la finance que vous n'aimez pas dire verte ? Oui, parce que je pense que ce qui est vert, c'est l'économie, la finance pouvant contribuer à rendre l'économie verte. Voilà. Mais c'était un peu l'objet du débat précédent, donc on est bien d'accord. Alors, les ambitions de l'IFD. Le premier point, c'est qu'on est à un moment particulier. Il y a 5 ou 6 ans, la question de la finance verte, de l'investissement responsable était une question finalement qui intéressait quelques spécialistes ou quelques gens engagés. La bonne nouvelle, c'est que ces dernières années, tout le monde s'y est mis. Tout le monde est vert, tout le monde fait de la finance impact, etc. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a un petit peu de confusion. Et le moment présent, pour moi, c'est le moment de l'action. Et c'est le moment de l'action pour une transformation de l'économie. Je pense qu'il faut passer d'une démarche que je qualifierais de morale, non pas que la morale ne soit pas utile, mais à une démarche économique. La transition énergétique ou la transition écologique, c'est une révolution industrielle. Une révolution industrielle où il faut réinventer l'énergie, il faut réinventer les produits, la voiture électrique versus le moteur thermique. Il faut réinventer les process de fabrication. On fabriquera toujours du ciment, mais différemment. Et il faut réinventer les usages. Et pour ça, il faut une nouvelle économie politique, c'est-à-dire quelque chose où on redéfinit clairement le rôle des uns et des autres. En premier lieu, les États, parce que c'est eux, par les politiques publiques, qui doivent être en pointe. C'est eux qui vont définir quel choix d'énergie pour un pays comme la France. Deuxièmement, les entreprises qui font les transformations technologiques et industrielles et qui doivent intégrer le CO2 comme une ressource rare au même titre que le cash est une ressource rare. Donc il faut qu'elle se transforme en profondeur. Et enfin, la finance, qui est là pour allouer le capital à ces transformations, inciter, quand on est investisseur ou prêteur, les entreprises à cette transformation. Alors j'ai dit on a un certain moment de confusion parce que toute la réglementation n'est pas établie, il y a des interprétations en fait diverses, et le but qu'on s'est assigné au niveau de l'IFD, c'est de contribuer à cette transformation avec 5 chantiers majeurs. Un qui est, c'est une mission que nous a confiée le ministère des Finances, la définition du plan d'action pour le financement de la transition énergétique. C'est une 50aine de milliards d'euros d'investissements supplémentaires à faire. Deuxièmement, pour la mise en place de ce que j'appelle la comptabilité CO2, parce que
Qui dit nouvelle économie dit système comptable et les reportings extra-financiers européens ou internationaux comme ceux de l'ISSB vont y contribuer. Standardiser les méthodes d'analyse extra-financière de façon à créer ce que j'appelle une nouvelle discipline de marché. Au fond, qui va compléter les politiques publiques. Au fond, dans les années 70-80, s'est créée la discipline de marché financière, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et ce qu'on a à créer, c'est cette nouvelle discipline de marché qui doit avoir une grammaire et un vocabulaire commun, parce qu'autrement, on tombe dans la cacophonie qui est source d'accusations en greenwashing, telles qu'on peut les voir, etc. Puis enfin, le dernier chantier, c'est de la gouvernance. Donc ça, c'est dans les buts de travail, mais aussi dans la façon de travailler. Le conseil d'administration de l'IFD intègre des dirigeants au plus haut niveau, dirigeants d'entreprise, dirigeants du secteur financier, pouvoir public, Banque de France, AMF, Trésor, des personnalités comme Michel, des experts, afin au fond de débattre et d'arriver à des consensus communs. Vous savez, c'est pas un sujet simple, cette affaire de faire une nouvelle économie politique. C'est pas un sujet simple que de faire cette transformation industrielle. Et je crois que, comme toujours, c'est pas en réunissant les bonnes personnes, en acceptant le débat, qu'on arrive à des solutions de consensus qui permettent d'avancer. Merci beaucoup d'avoir précisé le rôle de l'IFD. Vous étiez venu l'an dernier, l'IFD était en gestation, là il est né, et on aura l'occasion, j'imagine, de vous réinviter pour suivre de très près les travaux de place. Alors justement, je parlais de ces chantiers. L'un des chantiers, Michel Papalardo, c'est celui de sortir peut-être de la confusion, ou en tout cas sortir de l'imprécision, j'allais dire, ce serait peut-être le mot plus exact. Et peut-être pouvez-vous nous rappeler donc, le chantier que vous êtes en train de mener. Qu'est-ce que c'est que le label ISR ? Comment vous voulez le faire évoluer ? Vous êtes en pleine actualité puisqu'une consultation de place est lancée. Donc vous n'avez pas forcément entendu tout le monde, mais vous écoutez tout le monde. Vous entendez de droite et de gauche, si je veux dire, mais enfin, ce n'est pas un sujet de droite et de gauche, des critiques sur certaines disent ça ne sert à rien un label ISR parce qu'il y a CSRD qui arrive, il y a tout ça, et il y a un risque de confusion. Puis il y a ceux qui disent au contraire, ça permet d'avoir un cadre. Donc j'imagine que vous êtes là pour défendre le label ISR. En quoi le nouveau label ISR sur lequel vous travaillez sera meilleur que le précédent ? Nous espérons qu'il sera le meilleur. En tout cas, il cherche à être plus exigeant que le précédent. Sachant que le précédent était moins exigeant parce qu'il est ancien, en fait. Et comme le rappelait il date Yves, de quand, il date de 2016. Il y a quelques années, c'est pratiquement il y a un siècle. Si on oui, c'est ça. On expliquait aux uns et aux autres, quand je dis on, c'est bon voilà, moi j'étais à l'ADEME, au CGDD, etc. On expliquait qu'il fallait avancer sur ces terrains-là, mais c'était encore pas des sujets qui étaient très partagés. Les financiers n'étaient pas spécialement convaincus. Il y a eu les accords de Paris. Voilà, il y a eu les accords de Paris. L'accord de Paris met en article 2, je crois, le fait qu'il faut que la finance participe, sinon on n'arrivera pas à atteindre l'accord de Paris. Et ça, alors d'abord, c'est arrivé là parce qu'il commençait à y avoir un consensus. C'est pas arrivé comme ça par hasard. Et puis donc, ça a servi de détonateur, on va dire, pour progresser. Bon, c'est là qu'on a fait le label ISR français. Bon, d'autres labels dans d'autres pays. Mais il est daté. C'est vrai que ça fait très loin maintenant, 2016. Il s'est passé beaucoup de choses depuis. Le label n'a pas beaucoup évolué depuis. Et donc c'est pour ça que là, clairement, on s'efforce de récupérer le temps perdu et, si possible, d'aller encore un pas plus loin. Avec un calendrier un peu serré. Ce que vous aimeriez, c'est qu'au 1er janvier de l'année prochaine, assez rapidement, on ait un nouveau label validé par le ministère de l'économie. C'est lui. Calendrier serré. D'autres vous diront que bon, vous avez bien mis beaucoup de temps pour l'élaborer, ce fameux nouveau label, pas, Michel. parce que voilà, on voulait pas improviser, on voulait vraiment avancer, on voulait avancer avec tout le monde, donc on a commencé par faire des préconisations, à les partager, à faire aussi une consultation sur la préconisation, on les a sorties en octobre dernier, et puis depuis, en quelques mois, là, on a fait le référentiel, ce qui est beaucoup plus compliqué en fait, parce que c'est très technique et qu'on veut éviter qu'il y ait du flou.
hein, que les certificateurs sachent exactement ce qu'ils doivent contrôler et qu'ils puissent rappeler à l'ordre les fonds qui ne satisferaient pas à ce qui est prévu dans les recommandations. Et puis, on a augmenté sérieusement les exigences pour que, d'une part, on intègre la double matérialité, c'est-à-dire qu'on se préoccupe de l'impact des fonds sur l'environnement, le social et la gouvernance, alors que jusqu'à présent, on se préoccupait que de l'inverse, c'est-à-dire des impacts du E, du S et du G sur les fonds eux-mêmes. Donc déjà, ça, c'est très spécifique. Et on le fait avec la SFDR et avec les indicateurs de la SFDR. Donc on ne veut rien inventer, nous, en termes d'outils, il y en a assez comme ça. En étant plus exigeant sur la manière de sélectionner, donc on a un taux de sélection actuellement de 20%, on va le passer à 30%. Et puis en mettant systématiquement une indication sur le positionnement climat, on va dire ça comme ça, des fonds, même si, je rappelle, et vous dites finance verte, là, tout à l'heure, vous disiez finance durable. Le label ISR, c'est un label généraliste, c'est un label ESG. C'est pas un label vert, c'est pas un label climat, c'est un label généraliste. Il y a bien sûr le climat, il y a l'environnement, mais il y a aussi le social, et il y a aussi la gouvernance. Et il faut qu'on travaille sur les trois en même temps. Mais ça n'empêche aujourd'hui, on peut difficilement, et on l'a vu, et nous on l'a beaucoup entendu, ne pas être sûr que chaque fonds labellisé n'ait pas une exigence climat importante. Sortir de la confusion, on en a un peu parlé, c'est ce que disait Yves Perrier. On a entendu Antoine Cyr tout à l'heure dire les objectifs d'une grande banque, BNP en l'occurrence, mais il y en aura certainement d'autres qui iront dans ce sens-là dans les années à venir. En gros, qu'est-ce qui va se passer si ce label est adopté d'ici la fin de l'année en matière de financement des énergéticiens en particulier ou de ceux qui les financent? En fait, il y a deux solutions. Les fonds qui sont déjà dans le stock, comme on dit, hein, ceux qui sont déjà labellisés, ou bien ils correspondent au nouveau référentiel, ce qui est le cas de beaucoup d'entre eux, parce que même si on n'avait pas d'exclusion, même si on avait des exigences moindres, heureusement, les fonds étaient en général bien au-delà. Mais il y en a, bien entendu, qui ne correspondent pas, notamment qui, en termes d'exclusion et notamment sur l'énergie, ne correspondent pas. Donc, ou bien les fonds acceptent le nouveau référentiel, eh bien, ils vont sortir un certain nombre d'entreprises qui ne correspondent pas à la définition, en espérant que ces entreprises vont se mettre en marche encore un peu plus vite pour revenir dans le référentiel, voilà, dans les fonds et dans le référentiel. Et donc, on perdra probablement, ou bien les fonds vont partir tout bêtement en disant, bon, bah, écoutez, c'est pas pour moi votre référentiel ISR, et on aura moins de fonds labellisés. Voilà, on verra. Il y aura un peu de chacun. Et du côté des entreprises, donc si prenons l'exemple de Total, est-ce que Total ou d'autres entreprises pétrolières ou gazières pourront être acceptées dans des fonds labellisés ISR et à quelles conditions? Ben voilà, c'est plutôt à quelles conditions, parce que bien entendu, il n'y a pas d'exclusion de principe de X, de Y, ou voilà. Non, c'est pas du name and shame, le sujet, c'est de savoir qui est concerné. Voilà, à partir du moment où on exclut, on propose d'exclure, puisque vous l'avez dit, c'est pas nous qui prenons la décision. Le charbon, ça concerne moins Total, mais les énergies fossiles non conventionnelles. Aujourd'hui, à notre connaissance, il n'y a pas d'entreprises pétrole et gaz producteurs aujourd'hui qui ne sont pas sur le non conventionnel. Donc, je pense que tous sont sortis par principe à cause de cette définition. Donc, ça veut dire que si j'achète un fonds labellisé ISR nouvelle formule, si notre proposition est revenue, on n'aura pas d'entreprises qui font du non conventionnel. Par contre, on s'est refusé pour le moment, en tout cas c'est notre proposition, on s'est refusé à exclure les entreprises qui font du fossile conventionnel, en considérant qu'aujourd'hui on a quand même besoin de fossiles. Par contre, on a besoin de diminuer, de sortir du fossile, je l'entendais sur votre plateau tout à l'heure. Et pour ça, on met une obligation d'avoir une transition, d'avoir une stratégie de transition cohérente avec les accords de Paris et de tenir cette trajectoire de transition. Voilà. On va y revenir parce que j'ai 2-3 questions à vous poser là-dessus, mais vous doutez sans doute desquelles sur un certain nombre d'assemblées générales à venir. Mais peut-être pour rester dans le débat, avant d'entendre Bertrand là-dessus, peut-être me tourner vers Claire Chabrier. On a beaucoup parlé là du monde du coté, mais vous représentez le monde du capital investissement et du non-coté, qui est très important. C'est une classe d'actifs très importante, de plus en plus, qui est de plus en plus prise en plus aujourd'hui dans notre épargne, dans l'épargne de tous les Français. Donc, quel est votre regard par rapport à tous ces changements, notamment dans le choix d'investissement dans les PME
Et comment, on parlait de double matérialité, comment est-ce que les PME sont en train elles-mêmes d'être impactées par cette nouvelle finance, alors que je n'ose plus dire verte, mais en tout cas ESG? Bon, la bonne nouvelle déjà, comme le disait Yves, je crois, c'est qu'on est tous en train de s'y mettre très vite. Donc effectivement, France Invest représente l'ensemble des acteurs du capital investissement, de l'infrastructure et la dette privée. C'est plus de 7600 entreprises, start-up, PME, ETI en France, 80% de PME. Et c'est important pour comprendre aussi ce qu'on fait, avec une caractéristique, c'est que les acteurs du capital investissement financent les entreprises, bien sûr, ça c'est le premier ingrédient. Le deuxième ingrédient, c'est l'accompagnement, puisqu'on fait ce travail de financement, mais aussi d'accompagner les entreprises pour les faire grandir, mais aussi pour les aider dans la transition environnementale. Et j'y reviendrai parce que c'est une corde importante qu'on s'est rajoutée à notre arc. Et puis, bien sûr, ce qui nous caractérise, dans le troisième ingrédient du capital investissement, c'est le temps long, puisqu'on accompagne les entreprises sur des durées de 5 à 7 ans. Donc, comment tout ça nous transforme, nous aussi, acteurs du capital investissement, déjà dans la façon dont on regarde les entreprises, parce que quand on investit dans une entreprise, finalement, on regarde à 10 ans, puisqu'on revendra une entreprise dans 5 ans à un acheteur qui lui-même regardera les 5 années plus tard. Donc, on passe aujourd'hui à un nouveau filtre. Enfin, ça fait déjà quelques temps, mais... C'est être sûr que l'entreprise sera toujours vivante dans 10 ans, quoi. Oui, c'est passer ce filtre du climat. C'est-à-dire comment ce filtre-là, en plus des filtres qu'on passait pour prendre notre décision d'investissement, comment il va impacter le business model de l'entreprise. Donc effectivement, là, on rentre évidemment dans les sujets de double matérialité, comment l'entreprise aussi impactera le climat. Donc ça, c'est un filtre qui vient dans la décision d'investissement. Je crois qu'on a tous immensément accéléré depuis le Green Deal européen. Et donc, juillet 2021, c'était un sujet dont on parlait beaucoup. Et maintenant, je crois, comme on l'a dit, qu'on était rentré dans l'action. Et donc l'action, c'est dans la définition, dans le choix de l'entreprise. Et puis ensuite, nous, dans notre façon de faire, dans notre méthodologie, on réalise des due diligence. Et ces due diligence, maintenant, on a aussi des due diligence ESG, systématiquement, dans les entreprises dans lesquelles on investit. Et puis une fois qu'on est rentré dans l'entreprise, on met en place une feuille de route. Et là, c'est très concret. Sur le E, sur le S et sur le G. C'est très concret, mais c'est aussi très pragmatique, parce que ce sont des PME que nous accompagnons. Et dans les PME, on n'a souvent pas de responsable RSE, on n'est pas outillé de la même façon que dans une grande entreprise, et donc c'est là qu'on fait ce travail dans la transition. Alors, justement, est-ce que ces entreprises que vous accompagnez se sentent assez concernées aujourd'hui? Est-ce qu'elles ont pris conscience que ne rien faire pourrait les exposer à ne plus avoir une forme d'effet d'éviction sur leur financement? Est-ce que c'est quelque chose qui aujourd'hui, que évidemment les gestionnaires, le monde de la finance a bien compris? Est-ce que quand je suis en région, une PME, est-ce que j'ai conscience, non pas, évidemment les gens savent qu'il faut se décarboner, ça, je pense qu'ils n'ont pas besoin de lire la tribune pour le savoir, mais ils s'en doutent bien, mais est-ce qu'ils ont compris comment le faire et quel finalement impact ça peut avoir sur leur propre activité? Alors, ils ont compris certains, pas tous. Pas suffisamment. De ce qu'on voit, pas suffisamment. Et surtout, peut-être pas la rapidité à laquelle ça arrive. Et donc, dans la chaîne de valeur, en fait, leurs clients sont des grandes entreprises, donc des grands donneurs d'ordre. Comme Saint-Gobain tout à l'heure, qui évidemment, ça descend dans l'ensemble. Voilà, donc ça descend et ça descend vite. Et quand c'est pas encore descendu, ça va aller très très vite. Donc certains ont, même si je pense que c'est maintenant une prise de conscience qui est assez forte, il y a quand même un besoin d'accompagnement dans cette transition. Alors, ce qui nous aide aussi, c'est que nous, on en parlait déjà depuis en tant que financeur. Évidemment, c'était un sujet qu'on mettait sur la table régulièrement. Ce qui nous aide aussi, c'est que quand même, comme ça devient un vrai sujet business, un sujet de compétitivité pour les entreprises, y compris les PME, évidemment, les dirigeants et dirigeantes d'entreprise, aujourd'hui, réalisent que ce sujet va très vite, qu'il va falloir qu'il se transforme. En revanche, c'est là qu'ils ont besoin de cet accompagnement, puisqu'ils ne sont pas forcément outillés pour le faire à la vitesse à laquelle cela va être nécessaire. Donc d'où ce travail de pédagogie, je crois, qui est fait par tous, mais qui est effectivement très important. Et je crois qu'on accélère tous là-dessus pour former, accélérer, accompagner dans la transition. Alors j'aimerais avoir le témoignage, après on va débattre un peu ensemble, de Bertrand Badré, à la fois parce que, en tant qu'ancien du Trésor, ancien de la Banque mondiale, enfin ancien de la Banque mondiale en tout cas, ancien fonctionnaire, il a regardé ça d'un point de vue en tout cas des pouvoirs publics, de la réglementation, et puis aujourd'hui
du point de vue de l'acteur responsable et investisseur, plutôt à l'étranger. Comment est-ce que vous regardez, Bertrand, le changement, en fait? Est-ce qu'il va assez vite? Ou est-ce que vous avez l'impression que, vous êtes déjà venu l'an dernier, on piétine et on se noie dans la confusion, la complexité, et à force de ne pas regarder finalement la réalité de ce qu'il faudrait changer? Je pense que la question, elle est plus aiguë aujourd'hui parce qu'on rentre dans le dur. C'est-à-dire qu'on s'est raconté des histoires, c'était sympa, on bougeait un peu à la marge depuis 5, 6, 8, 10 ans. Et là, on prend conscience que les engagements qu'on a collectivement pris en 2015, et j'élargis au-delà du climat, c'est non seulement les accords de Paris sur le climat, mais c'est les accords, c'est le PINS que j'ai ici, et j'en demande encore en France ce que c'est, ce sont les 17 objectifs de développement durable. On s'est mis d'accord collectivement et universellement sur une feuille de route pour notre économie au XXIe siècle. Et en fait, on l'a signé relativement allègrement, en se disant, bah voilà, la main invisible va faire le boulot. On est d'accord sur une magnifique feuille de route. Le reste, ça va suivre, il y aura quelques pionniers, et puis finalement, on va avoir une course vers le haut. C'était ça, d'ailleurs, la dynamique des accords de Paris, c'est bien ça, c'est on se revoit tous les 5 ans, et chacun va vouloir faire mieux en regardant ce que font les petits copains. Il y avait un côté un peu naïf, peut-être que c'était le prix à payer d'ailleurs pour approuver ces accords. Et donc, on a d'ailleurs validé le terme de transition, qui est assez anodin. Transitionner, je dis souvent, c'est comme traverser la plage. On vous explique qu'on fait 2% d'efforts par an, qu'on réalloue 1% de l'épargne mondiale. Il n'y a personne à qui ça fait peur. Mais même ça, on n'a pas été capable de le faire. On s'est rendu compte au moment du Covid qu'il a fallu pratiquement mettre l'économie à l'arrêt pour qu'on fasse les 5% et qu'on ne regagne même pas la trajectoire qu'on n'avait pas prise. Et donc aujourd'hui, pourquoi c'est dur et pourquoi cette question elle est très pertinente? Parce qu'on se rend compte que ce n'est pas une transition dont on parle. Yves l'a dit, c'est une transformation. Et une transformation, bah évidemment, ça crispe. Il y a des gens qui trouvent que ça ne va pas assez vite. Vous parlez des ONG dans la table ronde précédente. Pour une ONG, par construction, ça ne va jamais assez vite. Pour mes enfants non plus, d'ailleurs. Et puis, à l'inverse, vous avez des gens qui sont contre cette transformation. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, par exemple. Moi, j'en veux pas, donc on arrête tout. Et vous avez au milieu des gens qui essayent de naviguer dans la confusion dont on parlait, qui disent dans le brouillard, j'ai plus ou moins ma direction, mais ce que je veux, c'est surtout pas me faire prendre par la patrouille, ni à mon AG, ni avec un label, ni quoi que ce soit. Et donc, on est à un moment. Et ça, je t'arrête un instant. Ça, c'est plus possible aujourd'hui. Tout le monde s'est fait rattraper par la patrouille. Les articles 9, donc censés être les plus impacts, sont devenus 8. Il faut sortir de son bocal. Non, il y a plein de gens qui ne sont pas pris par la patrouille. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un moment difficile parce qu'effectivement, précisément, la tension se crise sur si on est sérieux, on doit transformer vraiment. Et transformer vraiment, c'est bien s'attaquer à nos processus industriels, à nos modes de consommation, à nos transports. Je repose ma question. Le fonds norvégien, par exemple, qui a dit qu'il arrêtait, il ne voulait pas voter une résolution de climat de BP parce qu'il l'a trouvé trop dur, ça veut dire que le monde des actionnaires aujourd'hui, est-ce que lui-même, il n'est pas en train de se dire, attention, je vais perdre de l'argent si je mets trop de pression? Non, le fonds norvégien n'est pas l'alpha et l'oméga des actionnaires. Et le fonds norvégien à qui j'avais parlé il y a quelques années n'avait pas encore de politique ESG il y a 18 mois ou 24 mois. Donc il faut rester très très calme sur l'ampleur des bouleversements. Il y a un certain nombre de choses qui se passent, mais le fait est qu'on prend conscience que c'est une transformation, point numéro 1. Point numéro 2, le système, je crois que c'est Pierre-André de Chalandard qui le rappelait tout à l'heure, il reste fondamentalement le système friedmanien tel que posé en 1970. L'objet social de l'entreprise, c'est le profit. Moi, j'ai un de mes investisseurs qui m'a dit « J'investis chez toi, je prends la performance financière et l'impact, c'est bonus, c'est gratuit. Je le prends en plus. » Ça n'a pas de valeur aujourd'hui. On a un débat compliqué sur le prix du carbone qui pourrait peut-être être l'internalisation d'une externalité, etc. Enfin, on voit Cécile en parlait tout à l'heure, on voit le chemin auquel on est. Mais on n'a juste même pas commencé à parler de biodiversité, d'égalité homme-femme, etc. Donc moi, c'est ce que je dis souvent, j'ai 2 jobs. J'ai un job de jour qui est celui qui m'occupe prioritairement, qui est de gérer un fonds dans les règles telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui. Et les règles, en fait, elles sont neutres. Elles ne vous empêchent pas de faire des choses bien, mais elles ne vous punissent pas si vous faites des choses mal. Il y a de la place pour tout le monde dans le système d'aujourd'hui. Donc il ne faut pas que ça soit une excuse pour ne rien faire. Mais simplement, si on bougeait un tout petit peu les règles, si on commençait à toucher à toute une série de sujets, normes comptables, gouvernance, obligations fiduciaires, etc., on pourrait faire infiniment plus. Dans le système actuel, la finance verte restera quelque chose de subsidiaire. La finance durable restera quelque chose de subsidiaire. Ça veut dire qu'on admettra toujours en creux qu'il y a une finance qui n'est pas verte, qu'il y a une finance qui n'est pas durable. Et on ne transformera pas radicalement. On fera des choses bien, mais le cœur du sujet ne changera pas. Et donc, il ne faut pas perdre de vue qu'il faut travailler sur transformer l'ensemble du système. Et ça, c'est le sujet qui est très compliqué. C'est les débats EFRAG, IFRS, ISSG.
CSSB. Ce sera les débats demain sur, une fois qu'on sera mis d'accord sur les indicateurs, est-ce qu'on leur met une valeur ? C'est ce que fait Harvard Business School avec l'Impact Weighted Accounts. Ils sont en train de regarder pour toute une série d'entreprises cotées. Exxon vaut tant, mais nous, Harvard, avec notre algorithme, on calcule que Exxon détruit chaque année X dizaines de milliards de valeurs environnementales et X dizaines de milliards de valeurs sociales. Est-ce que Harvard a raison ou pas? J'en sais rien, je ne connais pas leur algorithme. Est-ce qu'on peut compenser le social et l'environnemental? J'en sais rien. Mais c'est ça le prochain débat. Donc c'est d'avoir une capitalisation boursière incluant la consommation de CO2. Si l'entreprise est obligée de mettre dans son rapport annuel qu'elle détruit chaque année 40 milliards de valeurs environnementales, ça commence à se voir. Et puis l'étape ultime... Donc en fait, si je résume ce que tu dis, il faut que ça fasse un peu mal à ceux qui il faut que ça rentre dans le système. Sinon, je t'arrête une seconde, parce que je me tourne sur le sujet des rémunérations. On en a parlé pour les PME, et puis on peut peut-être entendre aussi Yves là-dessus. Il y a eu un accord de place à FEP-MEDEF qui dit que les rémunérations des dirigeants doivent prendre en compte aujourd'hui les politiques RSE ou ESG. Est-ce que c'est le cas dans les entreprises, par exemple Claire Chabrier, dans lesquelles les fonds investissent? Est-ce que c'est un moyen, non pas seulement de pression, mais d'alignement d'intérêts, mais vers quelque chose qui n'est pas que le profit, qui est justement l'extra-financier? Est-ce que vous avez aujourd'hui des clauses de cette nature avec... Oui, bien sûr. Ouais. Ça fait partie, quand je vous disais qu'on met en place... C'est systématique. Quand je disais qu'on met en place des feuilles de route sur le S et le G, alors nous, on essaie de rester très pragmatique, parce qu'encore une fois, on est dans les PME, et on regarde année après année ce qu'elles délivrent par rapport à leurs objectifs. Dans le G, typiquement, et la gouvernance, comment on fait pour que le E et le S fonctionnent? Il faut déjà qu'on ait une gouvernance alignée. Donc, dans la gouvernance, évidemment, il faut qu'on ait des équipes de management qui soient alignées sur ce sujet-là. Donc, une partie de la rémunération variable... oui, c'est aujourd'hui un critère qui est important. Et pas seulement l'environnement, d'ailleurs, de façon globale. Oui, pas uniquement, parce que, évidemment... D'où l'intérêt des indicateurs. Voilà, quand on parle du mesurer la performance. D'ailleurs, on a beaucoup parlé du climat et pas de la biodiversité, qui est aussi un autre sujet important. Mais donc ça, c'est des sujets qui maintenant rentrent dans le E. Et puis dans le S, il y a des sujets divers et variés, comme la parité, par exemple, la diversité, le partage de valeurs. Donc il y a un ensemble d'éléments. Et c'est par la gouvernance aussi qu'on aligne les dirigeants, bien entendu, sur ces sujets-là. Yves Perrier, sur ces questions de transformation du capitalisme lui-même. Oui, c'est derrière, en effet, une forme de transformation du capitalisme qui est en cause. Bertrand disait... Friedman, l'entreprise est là pour servir de l'actionnaire. Il était plus équilibré. Il disait l'État doit s'occuper de tout le reste. Donc, quelquefois, on a un peu. Il disait aussi, en s'occupant des actionnaires, il s'occupait de tout. Enfin, bon, il y avait un impact global. Peu importe. Mais c'est vrai que c'est un rééquilibrage, en fait, du type de capitalisme sur lequel il faut arriver. Et là, je reviens à ma notion d'économie politique, parce que au fond, il y a l'idée que les marchés financiers tels qu'ils se sont fabriqués depuis 30 ans sont de nature, à eux seuls, en fait, à faire cette transformation. Je pense que c'est une idée qui n'est pas réaliste, compte tenu de leur mode de fonctionnement. Et je dirais qu'elle n'est même pas souhaitable, parce que ça voudrait dire qu'on changerait de régime, on passerait de la démocratie à la plutocratie. J'en viens à mon point. Il faut un alignement de chacun à sa place. Les États doivent rehausser leur politique publique. Et d'autant plus que cette question de la transformation, il ne faut pas se tromper, c'est aussi un enjeu de la compétition entre les pays. On le voit bien avec la stratégie de la Chine ou la stratégie des États-Unis plus récemment. Quand les États-Unis font l'IRA, ils le font... Ils passent à la voiture électrique, bien sûr pour la planète, mais aussi pour réindustrialiser leur pays, parce que le plan Biden, c'est une tentative, on verra jusqu'où elle va, d'une remise en cause d'un certain modèle tel qu'il s'est construit. Et donc, où le problème se complique, c'est que, en plus, il faut intégrer les questions de souveraineté. Vous voyez, quand on parle, par exemple, du débat Total, si vous voulez, on dit, Total, est-ce qu'ils font assez? Est-ce qu'ils sont sur les gaz de schiste, etc. Total a une autre particularité. C'est d'être une entreprise qui est fondamentale, clé pour la souveraineté énergétique du pays. Et donc, c'est des questions qu'on ne peut pas mettre de côté. C'est-à-dire qu'il faut avoir la capacité à traiter en même temps la question, de l'impact climat, mais aussi
les questions d'intérêt général du pays. Et c'est pour ça que j'aime bien, j'ai un petit peu contribué à cette notion de réindustrialisation verte pour la France, parce que ça vise à répondre à deux objectifs. Et entre nous, le problème de la France en matière d'émissions, ce n'est pas tellement nos émissions diminuent. Par contre, si on fait le bilan global avec les importations, alors là, on augmente. Et la réalité, c'est quoi? C'est qu'en désindustrialisation, dans un pays qui a l'énergie, une des énergies les moins carbonées au monde, en réalité, et en important plus, on détériore le bilan de la planète. Et à partir de là, si vous voulez, ça m'amène je veux dire, au point suivant. Il faut être ambitieux, mais il faut être aussi réaliste dans cette affaire. Moi, je pense qu'il faut se centrer aujourd'hui d'abord sur la question du climat. Parce que cette question du climat, on peut la traiter économiquement, c'est mesurable, etc. Les autres questions sociales, voire de gouvernance, sont plus compliquées. Pourquoi? Parce qu'elles renvoient à des modèles de société qui sont des choix politiques. Je veux dire, j'ai fait, en tant que dirigeant d'Amundi, du ratio d'équité un marqueur de la politique sociale. Sauf que quand j'en parlais avec Larry Fink, il me disait, mais c'est à côté de la plaque, c'est pas le sujet. Je comprends pourquoi, je comparais sa rémunération et la mienne. Bon, dans le modèle anglo-saxon, c'est pas un sujet. Pour nous, c'est un sujet, l'acceptabilité. Est-ce qu'on a tort, on a raison? Je sais pas. Sur la gouvernance, les Allemands, ils ont une gouvernance avec un équilibre dans les conseils de surveillance entre les salariés et les représentants des actionnaires. Ce n'est pas notre cas en France. On a pris grosso modo le modèle américain. Est-ce qu'ils ont tort ou est-ce qu'ils ont raison? Donc en fait, on voit que cette question amène, demain je publie un ouvrage sur ce thème, en fait à redéfinir l'économie politique des pays, c'est-à-dire l'interaction entre les acteurs, État, entreprise, système financier, et je peux rajouter citoyen, parce qu'on l'oublie Alors justement, souvent. Peut-être là, je vais me tourner vers de nouveau Bertrand et Michel sur ce. Il va y avoir les assemblées générales d'actionnaires, donc les citoyens capitalistes vont devoir voter. Il y a beaucoup de résolutions climat, de plans climat qui vont être proposés. On en reparlera sans doute un peu tout à l'heure, celui de Total qui est sous les feux de l'actualité, comme chaque année, j'allais dire, mais peut-être plus encore cette année. Peut-être Bertrand, votre vision de ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'on a un capitalisme qui devra être transformé vers autre chose? Il y a une contestation aujourd'hui de cet univers. La jeunesse, notamment, dit qu'il faut sortir cette vision, sinon on n'en sortira jamais. Puis il y a une vision, est-ce qu'on peut transformer le capitalisme par le capitalisme? Et un capitalisme plus responsable. Est-ce qu'on peut trouver... Est-ce qu'on peut sauver le capitalisme d'une certaine façon au travers de cette transformation? Il n'a pas besoin d'être sauvé, il survivra. Mais il y a plusieurs avatars. Enfin, il a passé son temps. Il se transformera, il va s'adapter. Deux commentaires. Le premier, je compare souvent, à plus qu'Alibi, j'aime mieux employer l'expression économie de marché. L'économie de marché, c'est comme l'eau, ça suit les lignes de plus grande pente. S'il n'y a pas de contrainte, ça va tout droit. Et puis, rien qu'empêche de canaliser l'eau et de l'emmener là où on veut aller. C'est une capacité à gérer de la ressource sous contrainte. Décidons des contraintes. Les contraintes, il y en a deux. On a beaucoup parlé des contraintes publiques, donc un certain nombre de ce qu'il va appeler les politiques. Les réglementations. On a le droit de faire, pas faire, ce qu'on est incité à faire, etc. Ça, c'est une digue. Ça ne suffit pas pour canaliser l'eau. Il en faut deux. La deuxième, c'est ce que voudront les investisseurs, les consommateurs, les collaborateurs, les talents, la société. Si la société ne veut pas changer, on ne fera pas changer la société malgré elle. On n'est pas en dictature, ça ne marchera pas. Mais si on combine astucieusement une pression publique et la pression de la société, le capitalisme, il s'adaptera. Si c'est les règles du jeu, il ira, on lui demande d'aller. Moi, mon principal souci dans tout ce que j'entends, on en avait parlé en préparant cette intervention, c'est qu'aujourd'hui, on a une approche très occidentalo-centrée de ces questions-là. C'est-à-dire qu'on a le sentiment, et d'ailleurs notre conversation était centrée là-dessus, et naturellement c'est ce qui s'est... Et le Covid a accéléré ça. On se regarde de plus en plus ce nombril. C'est l'Europe, c'est Paris, c'est l'Occident, etc. La difficulté, c'est qu'on a 90% de la population qui n'appartient pas au G7, qui a fait maintenant à peu près 60% de l'économie mondiale, dont les émissions de carbone croissent sensiblement plus que les nôtres, et dont on ne se préoccupe absolument pas. Je le dis en permanence, même si on se focalise uniquement sur le climat, la bataille du climat, elle ne se gagnera pas à Bruxelles et à Washington. Elle se gagnera à Delhi, elle se gagnera à Bogota, elle se gagnera à Lagos. Or, précisément, on ne fait rien avec ces pays. Au contraire, alors justement, tu on peux est en peut-être pleine dire un mot antagonisation de ce que fait Blue Like an Orange en matière de
de développement? Non, mais on fait partie malheureusement d'une toute petite minorité de fonds qui estime que c'est à la fois économiquement et financièrement intéressant et qu'en plus ça a un impact positif d'investir dans le développement durable des économies émergentes et en développement. L'exposition de nos systèmes financiers européens ou américains aux pays émergents, c'est moins de 5%. Alors que c'est 50% de l'économie mondiale. Et c'est presque, j'allais dire, 80% des enjeux de durabilité. Donc on a un petit sujet. On ne peut pas à la fois dire on veut verdir la planète, on ne veut pas d'immigrants, on veut rien, on veut rester chez nous. Et on fait du mauvais Voltaire. En fait, Voltaire, à la fin de Candide, disait il faut cultiver notre jardin. Et donc le raisonnement, on le lit très littéralement, et on dit je cultive mon jardin, au sens mon jardin, avec ma haie, mon bocage, etc. Et avec l'idée que si tout le monde cultive son jardin, la planète sera très bien. Non, notre jardin, je ne vais pas discuter avec Voltaire même comme ça, mais je pense que le jardin de Voltaire, c'est notre planète. Donc il faut, un peu comme on disait fin du mois, fin du monde, il faut notre jardin et la planète. On ne peut pas se contenter de notre jardin. Et donc Blue Like an Orange, la conviction profonde, c'est qu'il faut qu'on investisse de manière intelligente et durable dans les pays émergents, que c'est rentable et que ça a de l'impact. Le problème, c'est que cet impact, il est valorisé par personne aujourd'hui. Donc on le prend, comme je dis, gratuit. Mais si la place de Paris, et c'est une conversation, Yves, tu t'en souviendras peut-être, qu'on a vue il y a quelques années, quand on réfléchissait après le Brexit à la place de Paris, j'avais dit, à l'époque, l'idée, c'est pas de savoir combien de jobs on va récupérer de banquiers d'affaires ou de traders de Londres. C'est très bien et on l'a très bien fait. Tant mieux. La question, c'est à quoi ça sert une place financière au XXIe siècle ? Quels sont les enjeux que l'Europe peut amener dans son escarcelle au XXIe siècle ? Je pense qu'il y avait des sujets de transition climatique, il y avait des sujets de transition démographique. On a un continent qui vieillit, donc ça veut dire quoi en matière de gestion de l'épargne ? Il y a un sujet de financement des infrastructures, chose qu'on sait faire, et il y a un sujet d'engagement avec le Sud. On n'a pas eu cette réflexion stratégique sur à quoi servent nos places financières aujourd'hui. Voilà, donc je pense que l'Institut de la finance durable devrait aussi se donner cet objectif de penser et de ne pas le faire tout seul. Sinon, on va rater le virage du XXIe siècle et je pense qu'on ne sera pas pertinent. Michel Papalardo, là-dessus, j'imagine que vous êtes d'accord, mais Je suis d'accord sur ce qu'il vient d'être dit. sur le mode d'emploi. sur le mode d'emploi, non, juste sur quelques éléments là. C'est clair que la finance va pas régler le problème tout seul. Ce qu'on avait en 2015, pour l'avoir vécu, c'est que certains faisaient des efforts dans les entreprises, dans les politiques publiques, etc., et qu'on n'avait pas la finance qui réagissait. Là, la nouveauté, et c'est bien, c'est que tous les acteurs sont censés agir dans le même sens, y compris les États. Alors, pas assez, trop, voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, ce qu'on voulait pas, c'est avoir un trou dans la raquette qui aurait été que soit les entreprises, soit la finance, soit les États ne participent pas. Oui. C'est clair qu'il faut que tout le monde y aille. Oui. Le problème, c'est qu'on a un problème de rythme. On l'a dit, on n'est pas c'est une transition, mais il faut qu'elle soit extrêmement accélérée parce qu'on a trop perdu de temps. Et le sujet, c'est que cette obligation d'aller plus vite, elle va passer par des crises, elle passe par des ruptures, parce que si on le fait comme on essaye tous de le faire aujourd'hui, progressivement, parce qu'on commence à comprendre que peut-être on n'y arrivera pas. Enfin, en tout cas, ce sera trop tard, où on aura beaucoup accumulé, si on est sur le climat, de CO2, où on aura perdu encore une grande partie de nos terrains parce qu'ils auront été artificialisés, on ne pourra pas les récupérer, etc., etc. Donc, le sujet, c'est le rythme. L'intérêt d'un label, c'est de montrer la direction, d'essayer d'entraîner. On n'est pas censé labelliser tout le monde, sinon c'est plus un label. On est censé aller un peu au-delà pour entraîner. Et puis derrière, il faut que les États, avec leurs politiques positives, négatives, tout ce qu'on veut, récupèrent, rattrapent, et que le label aille encore plus loin. Donc ce que j'explique, c'est que, en tout cas, le label, il va falloir le revoir tous les 2 ans et pas tous les 8 ans ou 9 ans comme on fait aujourd'hui. Parce que si on veut vraiment atteindre nos objectifs, il faut accélérer. Et donc, le label, il doit accélérer aussi. Bon, vous avez encore du travail pour 10 ans, donc, Beaucoup. Michel. Ce n'est pas encore l'âge de la retraite, si j'ose dire. C'est un sujet à la mode en ce moment. Peut-être, Claire Chabrier, on a encore quelques minutes sur ce sujet de l'épargne, justement, et de l'épargne fléchée vers ce type d'investissement. Alors, on en parle souvent vers l'épargne verte en ce moment, dans la loi dite industrie verte qui devrait arriver. On ne pense pas assez souvent peut-être au capital investissement, on pense souvent aux grandes entreprises cotées. Est-ce que vous avez, vous, quelques attentes, j'ai l'impression que oui, à l'occasion de cette loi, pour essayer de faire en sorte qu'on ne finance pas seulement le CAC 40, mais également le tissu de PME qui se décarbone ?
Oui, merci pour cette question. Ben je non, suis je tout vous à en fait prie. d'accord. Effectivement, pour nous, c'est important. Alors, on parlait de l'industrie verte. Donc, on dit qu'on accompagne. Alors, je vais parler un peu de notre jardin en français. Mais effectivement, ce tissu de PME. Et aujourd'hui, on voit qu'on a collectivement cet enjeu majeur. Alors, on parle de 50, 60, 70 milliards d'euros par an qu'il va falloir investir. Et un des sujets qu'on porte, effectivement, c'est de dire, voilà, il va falloir financer. Et à travers le capital investissement, on permet justement de faire le pont entre l'épargne des Français et ces entreprises françaises, ces start-up, ces PME et ces ETI. Et on sait qu'il va y avoir besoin de renforcer les fonds propres. Je suis assez convaincue qu'on rentre dans une ère de fonds propres. Donc, si vous deviez résumer ça en une mesure, on a une minute. Qu'est-ce Eh bien, que vous aimeriez que Bruno Le Maire mette dans sa loi? Allouer plus d'épargne, et notamment d'épargne retraite, puisque on sait que l'épargne L'assurance vie, retraite... c'est déjà un peu fait. Mais C'est déjà un peu fait, ça a commencé avec, dans le cadre de la loi Pacte. L'épargne retraite, on n'y est pas, et c'est une épargne de long terme, donc qui se prête évidemment à de l'investissement de long terme, qui est le capital investissement. Donc ça serait allouer plus d'épargne retraite vers le capital investissement, qui est un investissement qui donne du sens et du rendement pour les Français. Ça, c'est un des sujets. Et puis, il y a un autre sujet, on en a beaucoup parlé, mais c'est d'avoir un cahier des charges qui soit spécifique aux non-cotés et à ces PME qui finalement, comme je le disais, doivent être appréhendées de façon différente, puisque le travail qu'on fait d'accompagnement, effectivement, la relation qu'on a en tant qu'acteur du capital investissement, en tant qu'actionnaire professionnel, c'est une relation très proche et d'accompagnement dans la transformation, donc d'avoir un cahier des charges spécifique dans la transition et dans l'accompagnement des transitions pour nos PME. Voilà. On parle beaucoup aussi, une dernière question, sur des fonds à impact. C'est une classe d'actifs au sein du monde de l'investissement. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui et est-ce que ça a vocation à grossir, voire est-ce qu'à terme, tout le monde devrait être classifié ainsi? On en parlera tout à l'heure, dans quelques instants, avec Fanny Picard. Qui arrive. Oui, alors on a une définition assez exigeante et c'est bien en France des fonds à impact. Donc aujourd'hui, tout le monde ne peut pas être classifié impact. Alors on sait qu'on a eu beaucoup on a drainé surtout du financement vers des fonds article 9 impact, donc qui couvrent une partie de l'impact. Pas forcément et pas toujours le sujet de la transition. Et c'est encore une fois ce sujet qu'on porte, de ne pas négliger cet aspect transition et accompagnement de la transition, qu'on voit plus dans des fonds article 8 aujourd'hui, même si c'est difficile de mesurer, parce que la définition d'un investissement durable, chaque finalement société de gestion se donne sa propre définition. Donc voilà, mais je partage assez bien sur le fait qu'on va tous vers là et que le sens de ce qu'on fait, le financement, on financera de la croissance durable et à impact. Voilà, je cite une tribune publiée dans la tribune. ESG, les fonds à impact ont réussi le jour où ils seront devenus obsolètes. Ce moment n'est pas encore venu. Ce sera la conclusion de cette session. Merci à tous les quatre. Et je vous propose de passer à la session suivante dans quelques instants. Sortir complètement du carbone, question de temps ou de méthode.